Bonjour à toutes et à tous, je suis Fabienne Brocaret, rédactrice en chef de Courrier Cadre, et je suis ravie de vous accueillir dans le 4e épisode de l'Atelier des leaders, le podcast qui décrypte les transformations concrètes du management. L'Atelier des leaders, le podcast de l'exécutive MBA de M Lyon Business School. Dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on cherche à être plus agile, plus réactif, plus proche du terrain. Et pourtant, dans les faits, la décision reste encore trop souvent centralisée. Alors comment redonner de la capacité d'action aux équipes sans perdre en cohérence ni en performance ? Par où commencer quand on est manager ? Et comment éviter de tomber dans une autonomie de façade ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Nadizic, enseignant-chercheur en comportement organisationnel, directeur académique de l'exécutif MBA de l'EM Lyon et co-auteur du livre Leadership 2050 qui vient de paraître aux éditions Duno. À ses côtés, Benoît Bézille, consultant en transformation fraîchement diplômé de l'EMBA de l'EM Lyon. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour Fabienne. Alors j'ai une première question pour tous les deux. On entend souvent des managers regretter que leur équipe ne prend pas assez de liberté et d'initiative et en face des collaborateurs qui regrettent de ne pas avoir ce fameux pouvoir d'agir. Alors comment vous expliquez ce décalage entre les deux ? Alors lorsque ça arrive, ça arrive pas dans toutes les entreprises. Il y a des entreprises qui ne veulent pas développer le pouvoir d'agir. Et puis, il y a des entreprises qui veulent le développer et qui y arrivent. Mais lorsque ça arrive, effectivement, il y a un côté un peu paradoxal. Le management demande à des collaborateurs d'aller plus loin dans la prise d'initiative et les collaborateurs disent qu'ils n'ont pas assez de pouvoir d'agir. Ce paradoxe peut s'expliquer en général par le fait que, tout simplement, on est dans l'incantation et on n'a pas concrétisé ce qu'on veut obtenir. Et on ne l'a pas concrétisé, notamment par un système, par une organisation, par des procédures, par un accompagnement. Voilà. Et donc, on a beau dire, allez-y, les salariés sentent bien qu'en fait, ils ne peuvent pas y aller parce qu'il n'y a pas l'environnement favorable pour qu'ils y aillent. Je pourrais compléter, effectivement, dans ces cas de figure, les salariés, s'ils ne sentent pas qu'ils peuvent prendre des initiatives, ils vont aller se cacher derrière les procédures, les règles, et donc finalement, pas prendre des initiatives, mais exécuter simplement, et je dirais bêtement, la tâche, parce qu'ils ont peur de mal faire. Pour clarifier les choses, Thierry, comment définir le pouvoir d'agir ? Alors, il y a plusieurs composantes. Hein. Il y a le fait que ce qu'on fait a du sens. Il y a le fait qu'on est responsable des conséquences de ce qu'on fait. Il y a le fait d'avoir un impact. Au-delà de ces éléments-là, je dirais qu'il y a deux quand même éléments principaux. Le premier, c'est la compétence, et le deuxième, c'est la décision. Alors, si on prend deux exemples historiques, si vous voulez, pour voir comment ces deux concepts marchent ensemble, et puis pour sortir un petit peu des organisations, on peut remonter à, par exemple, 1934, en France. Un colonel écrit un livre qui s'appelle « Vers l'armée de métier » et il propose que les unités blindées de l'armée soient autonomisées et se coordonnent par radio avec les autres composantes de l'armée. L'état-major français refuse parce qu'il n'a pas encore intégré l'idée de la guerre de mouvement. En face, 3 ans plus tard, en Allemagne, en 1937, Guderian écrit un livre équivalent qui s'appelle Achtung Panzer. Le titre est moins sympathique, mais en fait, le contenu est très équivalent. Et il propose, lui également, d'autonomiser les unités blindées et de faire en sorte qu'elles se coordonnent, notamment avec l'aviation, par radio. L'état-major allemand expérimente cette nouvelle forme d'organisation et la retient. Et c'est ce qui fait que dans les Ardennes, la défense française est finalement, en 1941, complètement submergée par ce qu'on a appelé après la Blitzkrieg, la guerre éclair. Voilà, ça c'est un exemple qui montre que on peut avoir les compétences, et en l'occurrence, le colonel qui avait écrit cet ouvrage en 1934, c'était De Gaulle, et on peut ne pas avoir la décision. Voilà, donc ça, c'est la première difficulté dans le pouvoir d'agir. Et la deuxième difficulté en miroir, si on remonte encore dans le temps, pour avoir un exemple également un peu concret, pendant la guerre de 100 ans, Jean le Bon, le roi français, a entre 16 000 et 22 000 soldats, dont la fine fleur de la chevalerie française. Face à lui, des Anglais, à la bataille de Poitiers, ne sont que 7 000. C'est lui qui centralise complètement la prise de décision de la bataille. Il décide de tout. Et le fait est que, malgré le fait qu'il a beaucoup plus de moyens, il perd la bataille et il est fait prisonnier par le prince noir qui finalement, avec ses archers et avec le fait que
il donnait beaucoup de flexibilité aux unités de terrain, il réussit finalement à l'emporter, alors qu'on s'y attendait pas du tout, on pensait que ça allait être un carnage pour les Anglais. Et là, on a effectivement le problème inverse, c'est-à-dire qu'on a la décision, mais on n'a pas la compétence. Et donc le pouvoir d'agir, c'est quand on fait descendre la décision là où se trouve la compétence. Et dans les organisations, on manque pas de talent, on manque de talents qui ont le pouvoir de décider. Benoît, qu'est-ce que ça change quand on a des talents qui ont le pouvoir de décider concrètement dans les entreprises que vous avez pu accompagner au quotidien? Quel impact ça a? Concrètement, il y a des bénéfices opérationnels très concrets. L'ouvrier qui est sur la ligne de production, s'il détecte un problème et qu'il a le pouvoir d'agir, il va agir tout de suite et il va résoudre le problème tout de suite là où il est. Et donc, ça va avoir un effet finalement. Il n'y aura pas d'effet boule de neige et donc le problème ne va pas se transformer avec un volume de production non qualitatif. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue très opérationnel. Ensuite, j'ai un autre exemple en tête, celui de la Maïf, qui est reconnu pour la qualité de sa relation client. Donc, il faut savoir que la Maïf, les conseillers sinistres de la Maïf, ils n'ont pas de script, et ça, c'est l'organisation qui a décidé que ça fonctionne comme ça. Alors, pourquoi la gestion d'un sinistre, quand on est sinistré, c'est un moment qui est très anxiogène, et finalement, on n'est pas là, quand on déclare un sinistre, on n'est pas là pour remplir un formulaire, on a besoin d'être écouté, d'être accompagné. Et donc, c'est pour ça que les conseillers sinistres à la Maïf ont une approche empathique. Comme le disait Thierry, finalement, ils ont été formés. Donc, ils ont la capacité, les compétences à avoir justement cette approche empathique et ils ont le pouvoir de décision. Et tout ça, ça se fait pas par hasard, parce que finalement, la stratégie de la Maïf, c'est une stratégie de différenciation par une orientation client affirmée. Et donc, ça se traduit concrètement, opérationnellement, par le conseiller sinistre qui a cette capacité d'agir, mais qui s'inscrit dans un cadre avec une vision stratégique. Et in fine, pour la Maïf, elle satisfait ses clients, elle fidélise ses clients la recommandent, et le bilan, c'est que la Maïf, sur le marché de l'assurance, c'est l'entreprise qui a le taux d'attrition le plus faible. Thierry, on le voit avec ces exemples très concrets, il y a un impact en termes d'efficacité, de performance. Du coup, c'est un vrai enjeu stratégique pour les entreprises. Oui, absolument. On se rend compte que il y a pas mal d'indicateurs qui sont favorablement impactés par la délégation du pouvoir d'agir. On peut prendre l'exemple de l'excellence opérationnelle. Effectivement, lorsque la décision est prise localement, là où se posent les difficultés, les prises de décision sont plus rapides et plus adaptées. En particulier lorsqu'on a des environnements complexes et incertains, lorsque ça bouge beaucoup, on arrive très 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 mal à contrôler un système d'en haut de façon centralisée. C'est un premier impact possible, donc en termes tout simplement de performance. Mais on a aussi d'autres impacts qui sont importants aussi pour tout simplement la durabilité de l'entreprise. Un impact d'épanouissement. Les personnes ont un peu plus de plaisir et de sens dans leur activité lorsqu'ils ont un pouvoir de décision, lorsqu'ils ont un peu de marge de manœuvre. Il y a aussi un aspect qui est relié, mais qui est de l'ordre de l'éthique. C'est-à-dire c'est aussi respecter la dignité de la personne que de lui permettre de prendre des décisions lorsqu'elle est impliquée dans un processus et lorsqu'elle est concernée par ce qui est en train de se passer. Voilà. Alors, on pourrait multiplier les exemples d'indicateurs. Peut-être juste pour terminer, un indicateur qui me semble important, c'est la notion de fiabilité, par exemple. On se rend compte que lorsqu'il y a eu l'accident de Tchernobyl en ex-URSS, on a mis plusieurs mois avant de réagir, et c'est parce que il fallait faire remonter l'information par l'ensemble des canaux d'information du parti, et l'enjeu était d'abord un enjeu idéologique, alors que aux États-Unis, lorsqu'on a eu l'accident de Three Mile Island, en quelques heures, les médias avaient diffusé l'information. On a pu protéger les populations beaucoup plus facilement, et les personnes de terrain savaient exactement quelle procédure utiliser pour arriver à des décisions adaptées à la crise. Donc, c'est deux exemples qui montrent que le problème dans l'organisation, c'est pas les erreurs,
c'est la capacité à corriger les erreurs parce qu'il y a un bon système d'information et de prise de décision là où les erreurs se posent. Et le pouvoir d'agir permet cette fiabilité. Vous pointez là aussi tous les deux les risques qu'on a à ne pas favoriser ce pouvoir d'agir. C'est-à-dire que le favoriser est source de performance, mais ne pas le favoriser va nous emmener des ennuis encore plus grands. Mais clairement, énormément de rigidité, parce que si les personnes qui sont face à un client peuvent pas prendre de décision, par exemple d'ajouter une option, en phase projet, si par exemple la personne ne prend pas l'initiative de faire le livrable adapté pour ses collègues, elle va ralentir ses collègues. Donc c'est vraiment source de rigidité et donc de ralentissement et donc de non-performance. Oui, on peut ajouter également des effets un petit peu contre-intuitifs. On a beaucoup tendance dans les organisations à vouloir contrôler parce que on a tout un tas de bonnes et de mauvaises raisons. Et le management, depuis au moins Taylor et même avant, c'est d'abord du contrôle. Donc on a une sorte d'obsession du contrôle. Et lorsqu'on contrôle, on a l'impression qu'on tient le système bien en maîtrise, alors qu'en réalité, on ne fait que déplacer le pouvoir d'agir à des endroits où on ne le voit plus. Et, par exemple, c'est Crozier qui est l'un des grands théoriciens des organisations connus dans le monde, encore aujourd'hui, alors qu'il a travaillé dans les années 1970. C'est l'un de ceux qui a montré que le pouvoir, il n'est pas forcément à la tête des organisations, mais il peut être diffusé à la base à des endroits où on s'y attend pas. Et par exemple, un ouvrier spécialisé dont le travail est de réparer une machine peut très bien décider de ralentir son action ou de la reporter pour montrer qu'il a du pouvoir, justement. Donc, il crée ce qu'on appelle des zones d'incertitude. Donc, le pouvoir, en fait, est décalé. Alors que lorsque on le prévoit et lorsque on l'organise et lorsque on le donne et lorsqu'on le délègue, le pouvoir, on le voit beaucoup mieux et il est beaucoup plus transparent dans sa manière de fonctionner. Et on s'est même rendu compte qu'il y a des effets de déplacement de pouvoir en dehors même de l'organisation et ça a des effets sociétaux qui sont intéressants et qui sont dommageables. Par exemple, on s'est rendu compte que c'était l'une des raisons pour lesquelles les Gilets jaunes, pas tous les gilets jaunes, et c'est pas la seule explication bien sûr, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles les gilets jaunes avaient beaucoup de satisfaction quand ils étaient sur un rond-point. Leur action avait du sens, leur action se faisait dans le cadre d'un collectif dans lequel il y avait une relation forte, et ils avaient un impact, et ils avaient un pouvoir qu'ils n'avaient pas, et lorsqu'on les interrogeait, ils disaient dans l'organisation, dans mon entreprise, j'ai aucun pouvoir, mais là j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile. Il y a aussi des effets sociétaux et politiques. Par exemple, en termes de vote, on se rend compte que l'une des explications du vote extrême, c'est la façon dont les personnes dans les organisations sont très insatisfaites par leur manque de pouvoir d'agir. Et est-ce que vous parliez du contrôle qui est très fort en France? Est-ce que c'est un vrai frein encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a toujours des croyances très fortes et cette culture du management à la française qui pèse encore lourd? Oui, alors c'est une caractéristique dans beaucoup d'organisations dans le monde et dans beaucoup globalement de cultures à la fois nationales et organisationnelles. Mais c'est vrai que l'IGAS, par exemple, en 2025, très récemment, l'Institut général des affaires sociales a réalisé une étude comparative entre le management à la française, comme vous dites, et le management d'autres pays européens. Et on se rend compte qu'on a une spécificité française vers l'autorité, le manque de contrôle, le manque de délégation, le manque de reconnaissance et le fait qu'on a du mal à donner effectivement plus de marge de manœuvre et de capacité de décision aux personnes sur le terrain. Alors, c'est un élément traditionnel du domaine de la culture française qui effectivement amplifie le problème, mais ce n'est qu'un élément contingent qui peut aussi être retourné et qui peut aussi être remis en cause et qui peut aussi être combattu. Et donc, c'est pas un élément définitif lié à la culture française dans ses caractéristiques fondamentales. On peut le changer. Il n'y a pas de fatalité, heureusement. Benoît, qu'est-ce qui coince au quotidien? Alors, je voulais peut-être juste compléter les propos de Thierry. Au-delà de la France, c'est aussi dans la culture occidentale le fait que finalement... on aime penser, on aime réfléchir, on aime concevoir, et on oppose trop souvent ça à l'exécution. Dans le lean management et dans la culture japonaise plus généralement, ils font pas de distinction entre l'exécution et la pensée. Et c'est ça aussi qui permet finalement au lean management, le vrai lean management inspiré de Toyota, de fonctionner et de développer ce pouvoir d'agir, en ne distinguant pas pensée et exécution.
Oui, c'est intéressant, ça va au-delà, en effet, du modèle franco-français. Est-ce que vous diriez qu'au quotidien, c'est quand même difficile à mettre en place? Est-ce qu'il y a des choses qui freinent ou qu'est-ce qui peut faire que même si on le veut, c'est pas si facile que ça à mettre en place ce pouvoir d'agir? Oui, clairement, c'est pas si facile que ça parce qu'il y a un vrai changement, je dirais comportemental, qui implique un changement culturel. Et ça, les changements culturels, on sait que ça prend beaucoup de temps et que c'est vraiment pas simple. Donc, ça s'accompagne avec justement, par exemple, des formations managériales pour développer des soft skills, pour que les managers ils puissent créer de l'espace pour que les collaborateurs puissent s'exprimer, créer un espace de sécurité psychologique. Et c'est aussi former et encourager les collaborateurs à prendre des initiatives. Donc c'est pas juste une formation en instant T, c'est un accompagnement sur le long terme. C'est également, je dirais, donner une vision. Si je reprends l'exemple de la Maïf, avoir une vision, ça va permettre à chacun de se focuser sur cette vision-là et de se dire les actions que je mène de manière très opérationnelle, elles sont alignées avec cette vision. Et ensuite, il y a aussi tout le volet, je dirais, d'autorégulation dans le temps. Et là, la technique des feedbacks est vraiment très efficace parce qu'elle permet tout de suite de réagir, de s'adapter à la fois sur le domaine de compétences, mais aussi sur la prise de décision. En allant vers ces méthodes et ces outils, on va au-delà de prenez des initiatives et de penser que ça se fera tout seul du jour au lendemain. Thierry, est-ce que vous avez d'autres exemples de bonnes pratiques, de choses qu'on peut mettre en place pour le favoriser concrètement au quotidien, ce pouvoir d'agir quand on est manager? On a plusieurs niveaux d'action. On peut commencer par le plus simple, sur le terrain. Lorsqu'un manager a un collaborateur, comment est-ce qu'il va faire pour que son collaborateur a envie de prendre des décisions, a envie d'agir, a envie de s'engager, a envie d'avoir des initiatives, a envie de coopérer avec ses collègues de façon discrétionnaire? Il y a des méthodes, par exemple, ce qu'on appelle la méthode de manager coach. Alors, on en a beaucoup parlé, ça semble quelque chose de très connu, de très général. Sauf que c'est pas toujours appliqué et compris d'une façon très concrète et c'est pas appliqué de façon très habituelle non plus. On a des méthodes, par exemple la méthode GROW de Whitmore, GROW, c'est un acronyme, c'est les différentes étapes justement qui permettent d'accompagner un collaborateur pour qu'il prenne des décisions par lui-même et qu'il agisse. C'est le G de Gaulle qui vise à d'abord donner un axe, donner une vision à la conversation, donner un but, donner un résultat concret. Ensuite, il y a le R de reality qui veut dire qu'on va explorer, qu'on va laisser la personne explorer en lui posant des questions puissantes, des questions qui l'amènent à réfléchir autrement, qui l'amènent à penser, à ressentir autrement. Ensuite, il y a les options. La personne va dérouler un certain nombre d'options. Et enfin, il y a le W de Will qui est le plan d'action. Et lorsqu'un manager accompagne ses collaborateurs avec ce type de méthode, on se rend compte qu'il lâche le contrôle dans un cadre donné, c'est-à-dire qu'il construit quand même un cadre, c'est vraiment de la liberté dans le cadre. Et là, le collaborateur, il peut enfin prendre toute son ampleur dans un espace dans lequel il va se sentir en sécurité, dans lequel il va sentir qu'il peut s'engager et il a envie de réaliser quelque chose en confiance avec son manager. Voilà, ça c'est un exemple d'accompagnement, de méthode d'accompagnement pour un manager dans la relation avec ses collaborateurs. Alors, il y en a plein d'autres, on va pas forcément toutes les développer, mais à un autre niveau, on peut peut-être donner un second exemple qui est à un niveau plus organisationnel. C'est-à-dire que ça se joue aussi dans la structure de l'organisation. Exemple, il y a une méthode qui s'appelle la méthode des EDT, les espaces de discussion sur le travail, donc qui a été mise au point par un enseignant-chercheur qui s'appelle Oded Chessar. Et c'est une méthode qui a été d'abord testée dans une banque. Et comme la banque voulait effectivement développer ce pouvoir d'agir, cette subsidiarité auprès de ses collaborateurs, parce qu'elle avait des difficultés stratégiques et elle se rendait bien compte qu'il fallait que la prise de décision soit beaucoup plus près du terrain. Elle a commencé d'abord à tester ça dans une agence avant de le généraliser. Et ça a très très bien fonctionné. Et le principe en est assez simple, c'est que on demande aux personnes de terrain de réfléchir ensemble, par équipe, avec leur manager. Donc c'est très différent de ce qu'on appelle le co-développement où les collaborateurs réfléchissent entre eux, mais ils peuvent pas prendre de décision puisqu'ils n'ont pas le pouvoir de décider. Lorsque le manager est avec eux, c'est toute l'équipe qui va décider. Et donc, ils réfléchissent à comment améliorer le travail et ils trouvent un certain nombre de solutions qui vont ensuite être appliquées concrètement. Et lorsqu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à trouver des solutions, ils remontent le problème au niveau au-dessus. Et au niveau au-dessus, on a aussi un espace de discussion sur le travail.
des N+1 avec leur propre manager qui font exactement le même process. Et lorsqu'ils n'arrivent pas à trouver la solution, ça remonte à nouveau au niveau au-dessus. Et donc, les décisions sont prises exactement au niveau où on peut les résoudre. Et lorsqu'on ne peut pas les résoudre, c'est seulement là où on remonte la ligne hiérarchique. Et donc, c'est la définition même du principe de subsidiarité, qui est une façon de réaliser le pouvoir d'agir, qui est de décider au plus près du terrain et de ne remonter les problèmes que lorsqu'on ne sait pas les résoudre. Benoît, est-ce que le ciment de tout ça, c'est la confiance? Parce qu'on a parlé de climat de sécurité psychologique, du droit à l'erreur aussi. Donc, est-ce que la base de tout, pour commencer, c'est d'instaurer cette confiance? Alors clairement, le ciment, c'est la confiance, mais le ciment est pas, ce ciment-là n'est pas suffisant. Donc oui, clairement, le sujet, c'est la confiance, et je dirais même, c'est un stock de confiance, que la confiance elle se cumule, et des deux côtés, à la fois côté manager et côté collaborateur. Donc il faut que le collaborateur, il ait un stock suffisant de confiance pour pouvoir prendre des initiatives, se dire j'ai droit à l'erreur, et pas juste une phrase. Faut que ça soit très concret. Donc ça veut dire aussi que le manager, il prend le risque en délimitant un terrain de jeu auprès de ses collaborateurs en disant là tu peux agir, tu as le droit à l'erreur et je te soutiens. Et ce qui peut être intéressant, qu'on met souvent en avant dans les démarches de lean management, c'est finalement, au lieu d'avoir une chaîne de commandement, on va l'inverser et on va parler de chaîne de soutien. Et donc, au lieu d'avoir une représentation pyramidale hiérarchique, on va inverser la pyramide, et c'est le manager qui se met au soutien de ses collaborateurs. Donc, concrètement, Fabienne, de quoi vous avez besoin pour enregistrer ce podcast pour qu'il soit le plus qualitatif possible. De très bons invités. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, c'est quelles questions on pose. Et on en revient un petit peu à la posture de coach, c'est-à-dire questionner les gens et pas forcément arriver avec des solutions toutes prêtes non plus. Exactement. Ce qui est important aussi au quotidien, c'est comment on incarne ce que vous dites. Et il y a un temps fort qu'on a tous dans nos semaines, c'est les réunions. Comment on peut justement accorder ce pouvoir d'agir dans une réunion? Quelles seraient selon vous les choses à faire et à ne pas faire quand on est manager? Alors là, on a également des méthodos. Par exemple, alors il y en a plein. On va en prendre une parmi d'autres. C'est celle qui est proposée par le coach Alain Cardon, qui s'appelle les processus délégués. Donc c'est une méthodologie de prise de décision collective horizontale en équipe, mais qui développe le pouvoir d'agir. Et en l'occurrence, c'est une méthodologie assez simple, où on met en place des rôles qui représentent les grands processus d'une décision collective. Donc il y a le facilitateur qui fait circuler l'énergie de l'équipe tout simplement en donnant la parole, en faisant en sorte que chacun s'exprime. Donc il gère l'énergie de l'équipe. Il y a ce qu'on appelle le push décision ou le decision driver, qui n'est pas le decision taker. Donc il ne prend pas les décisions, mais il aide à ce que on soit toujours centré sur la prise de décision, en faisant des remarques régulières, en disant mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Est-ce qu'on n'est pas dans un conflit un petit peu? Et comment on pourrait rendre ce conflit plus productif, par exemple? Ou attention, là on n'a pas décidé, alors que on est en train de changer de sujet. Quelle décision prend-on? Donc ce rôle-là est important. Et puis il y a le rôle non pas du timekeeper comme on dit souvent, mais du cadenceur. Il va cadencer la prise de décision pour qu'on se rende bien compte que le processus temporel est aussi un processus important à prendre en compte. Parce que quand on discute, souvent, on est pris par le besoin d'avoir raison ou par le besoin d'apporter un argument, et on se rend pas compte que le temps tourne. Et la décision doit être prise dans un temps imparti, de façon à ce que, après une réunion, chacun a plein de choses à faire, et les réunions qui durent très longtemps et qui dépassent le temps, et les réunions où on a prévu 5 décisions et qu'on n'en prend que 2, c'est malheureusement courant. Et cette méthode permet à chacun les rôles sont distribués, donc le dirigeant ou le manager se met en recul, et il laisse son équipe prendre ses rôles et gérer le processus de décision et pas seulement le contenu et de la décision elle-même. Et ça permet, dans le temps imparti, en respectant la prise de parole de chacun et en respectant le fait que chacun va apporter sa contribution, dans le temps imparti, on prend des décisions d'une façon beaucoup plus efficace. Donc c'est aussi une instrumentation. Alors je complète très bien aussi avec le management visuel, où finalement la réunion d'équipe courte, qui se tient debout. Si possible, le manager n'anime pas, mais c'est bien un des collaborateurs qui va animer cette réunion-là. Ou par exemple, certains indicateurs de performance vont être balayés, et quand on voit que les indicateurs de performance ne sont pas au rendez-vous, ça va être au collaborateur d'expliquer quel est le problème rencontré, qu'est-ce qu'il compte faire. Et lui, le manager, il est là pour
poser des questions pour apporter du soutien. L'analyse du problème, elle va se faire post-management visuel, mais le management visuel va vraiment servir à avoir un dialogue ouvert basé sur la performance. On répartit aussi ainsi les rôles et le manager ne fait pas tout. Exactement. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un manager qui peut-être a peur, tout simplement aussi, de laisser ce pouvoir d'agir à son équipe parce que ça peut susciter des craintes, surtout quand on démarre et qu'on est primo manager? Je dirais de savoir lâcher prise, tout en étant comme dans une maîtrise de risque, mais comme savoir lâcher prise, savoir faire confiance à ses collaborateurs et y aller étape par étape. Oui, le contrôle, l'autoritarisme, la directivité, ça vient de la peur. On a tout simplement peur que les personnes ne fassent pas ce qu'on veut qu'elles fassent. Cette peur nous amène à prendre des décisions inefficaces. Pour aider peut-être un manager à contrer cette peur, je dirais, il faut peut-être aussi regarder ce qui peut mal se passer si on ne le fait pas. Et donc, c'est une autre peur qui peut être encore plus puissante. On assiste aujourd'hui, très généralement, dans beaucoup d'entreprises, à la crise du management, à la crise du leadership. Et on voit que beaucoup de processus de décision sont inefficaces. On voit que les gens ne sont pas engagés. On voit qu'on a besoin d'un renouvellement de la façon de travailler, de coopérer. C'est peut-être cette peur-là qu'il faut aller regarder, qui est sans doute encore plus forte, à mon avis, si on regarde bien les enjeux et les risques qu'il y a derrière. On a beaucoup parlé du manque de pouvoir d'agir. Est-ce qu'on peut avoir trop de pouvoir d'agir et est-ce que ça peut être nuisible au final? Alors, je dirais que le vrai problème, c'est pas forcément d'avoir trop de pouvoir d'agir, c'est de pas avoir un cadre assez clair ou de pas avoir les compétences dans une situation donnée. Donc, une des réponses à ça, c'est de mettre en place la gouvernance qui va bien, avec un cadre qui est défini, avec des niveaux de décision qui sont définis. Mais ça, c'est une vision figée. Il faut savoir aussi que la gouvernance, elle vit, elle est dynamique, et donc c'est quel dispositif on met en place pour s'autoréguler en permanence. Oui, c'est ce qu'on dit ensemble dans notre échange depuis tout à l'heure. C'est que le pouvoir d'agir, c'est pas l'anarchie. Effectivement, si chacun prend la décision qu'il a envie de prendre, il y aura une dispersion des énergies. Et toute la structure, toute la vision, tous les processus, toutes les méthodos et tous les accompagnements font que le pouvoir d'agir est mis au service d'un projet collectif. Et il est organisé. Et c'est ça qui fait qu'il va prendre... Ça va être une légitimité nouvelle pour l'action managériale, mais ça va être une efficacité et une performance et une satisfaction et un épanouissement des personnes. Le premier épisode de l'Atelier des leaders était dédié à l'IA, mais il ne s'est pas passé un épisode sans qu'on parle d'intelligence artificielle, alors vous n'allez pas y couper. Est-ce que l'IA augmente ou réduit notre pouvoir d'agir, à votre avis? Là, c'est au choix de l'entreprise et c'est aussi un choix individuel. Donc, je dirais qu'il faut d'abord se poser la question, quelles sont les opportunités grâce à l'IA, quels sont les risques également, quel cadre je mets en place. Moi, je suis convaincu que l'IA, elle est là pour augmenter l'intelligence humaine et donc augmenter le pouvoir d'agir. Donc, par exemple, en ayant accès beaucoup plus facilement et plus rapidement à des compétences. Et également, quand il y a des décisions à prendre, on peut être accompagné, en tout cas s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour identifier des angles morts, par exemple. Oui, alors c'est le paradoxe habituel d'automatisation versus augmentation. Et l'IA fait les deux. C'est-à-dire qu'elle automatise beaucoup de choses, mais elle augmente aussi nos capacités, nos compétences, notre créativité, notre innovation. Et donc... si on l'utilise bien sûr à bon escient, on va automatiser ce qui est automatisable et puis on va se garder plus de marge de manœuvre pour l'interprétation, le jugement, l'embarquement des équipes. Si on prend l'exemple tout simple, qui est un exemple classique du recrutement, on peut déléguer à l'IA effectivement un premier tri sur des critères extrêmement précis et sur des critères sur lesquels on s'est mis d'accord. Et par contre, dans le deuxième temps, l'ensemble des candidatures qui auront été sélectionnées de cette façon-là, c'est l'humain qui va choisir, qui va décider. Et donc là, il y aura plus de pouvoir d'agir en réalité. Mais on aura simplifié le travail grâce à l'automatisation que permet l'IA. Et on ne laissera pas l'IA décider.
Et oui, il faut toujours boucler effectivement avec l'humain. Enfin, c'est ce qu'on conseille. C'est ce qui fait qu'on restera maître de cette technologie dont on ne sait pas très bien où elle va et qui présente beaucoup de potentiel, mais aussi beaucoup de dangers. Pour terminer, quel serait votre message clé pour les managers qui nous écoutent ? Et je dirais de faire confiance, aux collaborateurs. Pourquoi ? Pour être une entreprise, une organisation flexible, pour continuer d'apprendre à apprendre, pour continuer aussi à innover plus rapidement. Donc, je dirais, allez-y, testez, allez-y étape par étape, n'ayez pas peur. Oui, et j'ajouterais à ceux faire confiance. Un collaborateur n'ira jamais plus loin que là où son manager peut l'emmener. Donc déjà, c'est au manager de se faire confiance lui-même sur le fait qu'il est capable, qu'il est apte. Et je dirais, dernière chose, on a parlé de l'IA, on a vu tous les avantages qui sont massivement documentés par les études, de la force et de la puissance et des avantages du pouvoir d'agir lorsqu'on le délègue avec la bonne organisation. Je dirais que c'est vraiment la compétence clé du 21e siècle. Ce serait une très belle conclusion. Merci à tous les deux. Merci Fabienne. Merci Fabienne. Bonne journée, à bientôt. L'atelier des leaders, le podcast de l'exécutive MBA de M Lyon Business School.